Capital Bank, bon banque. Ouah, si bis pète chawa, des machines ont besoin, faut là ici ou pas l'autre choix. Faut contacter Accordia Shipping depuis Kounia. Accordia Shipping, machines ont toujours en sécurité. Accordia Shipping, c'est 4 pour 4 jours pour jour nous river. Accordia Shipping, Boston, New Jersey, Florida. Accordia Shipping, machine à conteneur, c'est la foula. Nous fait voyage chaque semaine, pas de pivot qui Accordia. C'est solution pour voyer machine à ici. La foula, nous toujours respecter ta pas de pivot qui Accordia. Pas de bon service client, toujours réjoui la foula. Accordia Shipping, machine toujours en sécurité. Accordia Shipping, c'est 4 pour 4 jours pour jour nous river. Accordia Shipping, Boston, New Jersey, Florida. Accordia Shipping, machine à conteneur, c'est la foula. Contactez-nous dans 954 999 93 98. Accordia Shipping, solution pour foyer machine en Haïti. Pas de pivot qui Accordia. Mardi 8 décembre 2020. Bonjour, bonsoir à tous. Merci d'être au rendez-vous de la rubrique invité du jour. Hommage à Maître Gérard Gourgue, le pionnier dans la défense des droits humains. Il nous a quittés le vendredi 4 décembre 2020 à l'âge de 95 ans. Comme prévu, nous vous proposons cette entrevue réalisée le 22 décembre 2013, il y a 7 ans donc, avec Maître Gourgue. C'était lors de la publication de ses mémoires écrits avec la collaboration du journaliste Jean-Robert Hérard. Vivre dans le sillage des faits collectifs, 60 ans de vie publique et de faits historiques. Mesdames et messieurs, l'immense Gérard Gourgue, c'était il y a 7 ans. Il intervenait sur la chaîne 44 Télé Pluriel à l'émission Sans détour. Bonne édition. Aujourd'hui, nous avons une émission spéciale. Nous pourrons le faire avec un personnage spécial qui est décidé et fait mémoire. Il a parlé de Maître Gérard Gourgue. Lors du Maître Gérard Gourgue, ouais, génération et 46, Maître Gourgue, qui fête le 1er décembre 1925, homme politique, professeur à l'université, militant des droits de l'homme, ancien candidat à la présidence. Et je dis à un pile plaisir pour me recevoir Maître Gourgue sous plateau sans détour ou opportunité et à la faveur de livres que les sont publiés sous Vili parcours et qui a permettre de nous faire tout aujourd'hui dans l'émission sous vol de l'histoire d'Haïti, un long itinéraire fait de soubresauts de toutes sortes. Moi, prendre des mots de Maître Gérard Gourgue dans le livre et vivre dans le sillage des faits collectifs, 60 ans de vie publique et de faits historiques publiés aux éditions C3. Maître Gérard Gourgue, bonjour. Bonjour Marie-Lucie. C'est un plaisir pour m'accueillir sous plateau sans détour aujourd'hui. Le plaisir, c'est pour moi tout d'être accueilli ici à Télé Pluriel sans détour, parce que je suis un homme sans détour également. Je ne laisse rien dans l'ombre, donc je suis très content de l'accueil et je sais que les médias ont une portée nationale, internationale et même planétaire. Donc tout le monde va voir ce que dira Gérard Gourgue face à Marie-Lucie, qui est extrêmement versée dans ce système de communication et d'interview. Bon, même son monument, même tout petit là devant, parce que pour ça, ou même ou représenter, et Maître Gourgue pour admiration que je pour ou comme ça, donc son interview qui est difficile, même au fur et à mesure, la conversation la paix est commencée pour nous capables d'entrer dans la question. Maître Gourgue, et
tout le monde connaît, M. Gérard Goug, mais même l'homme font outil biographie, moi, Antoine Joseph Gérard Goug. Antoine Joseph a tombé en chemin. Antoine Joseph a un baptême comme dans tout Haïtien. Tout Haïtien a un baptême. 2-3 noms. Antoine Paul, si, Émerius, tout ça. En Haïti, c'est le dernier nom qui compte, Gérard Goug. On dit qu'à l'étranger, c'est le premier qui compte. Si mal au Canada ou bien ailleurs, je dis Antoine Goug, c'est Antoine Joseph. Mais le nom haïtien, c'est Gérard Goug. Gérard Goug. C'est le nom le plus proche du nom de famille. Ok, mais tout le monde connaît Gérard Goug et collé M. Gérard Goug. Alors, GG. Ça veut dire grosse gueule, ça veut dire gros gagan, comme palais, avocat. Magnifique. Voilà. Et vous faites 1er décembre 1925. 1925. Ok, vous avez 88 ans, mais pour qui ça autant après 88 ans pour faire mémoire? Mais pratiquement, la mémoire, c'est le terme, n'est-ce pas, au fond, qui ont un ensemble de données d'une longue existence. Un monde qui est très jeune, pas parce que mémoire tout de suite. Et comme j'étais de l'enseignement, on me connaît beaucoup, l'enseignement d'abord secondaire en 1946. En 1946, j'ai mené le combat avec Daniel Fiolet et même François Duvalier qui était dans le MOP. J'ai traversé de longues périodes de l'enseignement secondaire et universitaire à l'école de loi. Mais alors, comme j'étais très versé dans l'histoire depuis l'école, j'ai eu des professeurs éminents comme Émile Saint-Lô, qui est un monument international et planétaire, qui nous enseigne l'histoire, et d'autres encore. Donc j'avais la passion de l'histoire et également le goût de la recherche historique. Donc j'ai magasiné beaucoup de données. À la télévision, à l'époque, HI2S, avant 1946, je savais me présenter à la radio à l'époque. La télé n'était pas encore à la mode. Et je racontais des questions historiques. Donc tout le monde sait que je suis dépositaire d'une longue tradition de connaissances historiques. Mais le temps passe, bien sûr. On a eu 46, j'étais de l'enseignement. Je suis parti pour Paris en 52. J'ai fait 2 ans à Paris, sous Paul Magloire. Retourné en 54. 54, nous tombons dans le même bagage. Élection fin Magloire. Magloire pas pouvoir aller. C'est jeté pour jeter. C'est maladie chef d'État. C'est jeté pour jeter. Il n'y a pas jamais aller. On va tomber en 57. Et puis, on a fait François Duvalier. François Duvalier est une longue période de l'existence d'un homme. C'est 30 ans. Père et fils, 29 ans, 30 ans. Mais tout le monde me demande de mettre beaucoup de temps de choses à la radio. Ou raconter tant d'histoires. Moi, j'ai écrit. Non? Et je dis oui, il m'a écrit. Donc le temps est venu pour moi maintenant, puisque j'ai eu une longue carrière, j'ai traversé toutes les fonctions de ce pays, depuis la coprésidence avec le CNG, candidat en 87, comme vous le savez, retourné encore sur la demande des partis politiques en 2004-2005, et maintenant je suis en pleine période où j'ai le temps qu'il faut pour ramasser tout ce que je sais dire et écrire ce mémoire. Ce mémoire, j'ai donné un titre très spécial dans le sillage des faits collectifs. C'est-à-dire, m'a suivi toute bague qui passait. C'est ça le titre du livre que maintenant, qui résume un peu mon existence et qui résume ma carrière. Donc, vous traversez l'histoire d'Haïti. Oui, bien sûr. Mais pour qui ça, vous mettez 60 ans de vie publique? C'est 60 ans. Parce que j'ai vu quelque peu diviser ce que je dois écrire. Je suis représenté dans un certain sens un premier tome. Un premier tome, en principe. Si j'ai la chance ou la possibilité d'avoir un deuxième tome. Donc j'ai limité le temps. Ok. Vie publique, qui va commencer là? Ma vie publique commence depuis l'époque, depuis 1946. J'ai été nommé en 1946 professeur pour Daniel Fiolet sous-estimé. J'ai traversé cette période-là. Je suis parti pour Paris pour étudier. À mon retour, je suis retourné dans l'enseignement encore, mais j'avais fait le droit aussi. J'ai été licencié en droit en 1948, je suis parti. J'ai prêté serment en 1948. À mon retour, là, en 1944, de Paris en 1944, la situation était là, je suis retourné au lycée. Et en 1946, en 1950-1954, c'était la grande commotion politique, la chute de Paul Magloire et les élections de l'époque. Et j'étais proche de Clément Jumel aussi, qui était candidat à cette époque-là. Donc il y avait Jumel, Duvalier,
violer tout ce monde-là. C'est alors que je rentre dans la vie publique. Bon, moi, je venu avant que vous entrez dans la vie publique, parce que moi, vous commencez très jeune. Une fois rentré dans le lycée Pétion, ou entrer le lycée Pétion, séminaire antérieur, même là, moi, on bataille, ou jeune homme qui a 20 ans, c'est ça? 20 ans, mais qui ont une conscience politique. Après le baccalauréat, en 20-21 ans, Daniel Fiot devient ministre en 1946, à 21 ans peut-être. Et il me nomme professeur suppléant au lycée. En même temps, je vais à l'école normale. Il n'y avait pas d'école normale à l'époque, il y avait les cours normaux supérieurs. Il y avait des professeurs éminents. Et mes Césaire est venu à cette époque-là. J'ai suivi ces cours, fait 2 ans au cours normaux. Et après, je suis devenu professeur titulaire. Estimé, professeur titulaire. Donc j'ai traversé cette période pendant des années pour arriver justement à cette phase-là que vous connaissez, là, nous connaissons, en 1957. La période du Valéry, les élections des Joies, Mounsa et Fiolet. Donc je rentre là-dedans. Et j'étais du côté de Clément Jumel, bon, bien sûr. Et alors à ce moment-là, je rentre dans la vie publique. Je rentre dans la praxis politique, les contacts politiques. J'écoute les hommes, j'écoute les aînés. À l'époque, les jeunes écoutaient les aînés parce que les aînés leur apportaient des éléments d'information et de formation aussi. Formation historique. Il y a toute une génération, 46, les Saint-Lô, tout ce monde-là, qui a formé la jeunesse. Donc je reste là dans l'enseignement. Maître Gouk, justement, où je t'ai parlé de génération et 46 qu'on représente. De qui ça n'a parlé, pour qui ça période ça, époque ça, est très importante pour l'histoire. Parce que 46 marque un tournant important. Avant 46, on a eu le gouvernement d'Élie Lescaut, qui a remplacé Vincent. Lescaut est arrivé au pouvoir en 41 et il a été renversé en 46. Et le gouvernement de Lescaut a été pratiquement un gouvernement qui était, on ne dirait pas réactionnaire, mais un gouvernement qui facilitait une certaine élite sociale et politique. Donc, et à ce moment-là, il y avait des militants remarquables dans le pays. Un homme comme Daniel Fiolet, les journaux, dans le marché d'Ico, on avait d'autres, tous ces aînés que nous connaissons, Éric Saint-Amand, tout ce monde-là, eh bien, ils nous alimentaient de leurs articles. Et nous avons une prise de conscience. On a eu René Despès, par exemple, qui est très tôt, qui s'est signalé avec son ouvrage poétique qu'on appelle L'Étincelle. On a eu d'autres encore. Donc on était formés pour la politique. Et on désirait un changement. Et c'est ainsi que les événements sont venus. La grande semaine de février 1946, c'est ça, la chute de Lescaut. Et on est entré d'emblée dans la grande bataille maintenant pour les élections. En nous, pour qui ça, Lescaut vient tomber parce que je voulais rester sous Lescaut parce que un chapitre dans le livre qui traitait surtout de la question de couleur. Il est intitulé de l'exacerbation de la question de couleur. Et Lescaut accède à la présidence de 1941. Expliquez-nous époque ça. C'est ça qui pourra le faire des jeunes intellectuels, d'intellectuels tout court, classe moyenne, viennent prendre conscience. Parce que, sous l'époque, ça n'a pas bien rien pour eux. Vous savez qu'à l'époque, il n'y avait pas ce climat de radiodiffusion, de communication. Il y avait un poste ou 2 postes de radio. L'un des postes de radio, l'une des chaînes de télévision, était dirigé par un type extrêmement brillant qui s'appelait Antoine Rodolphe Ferrard, qu'on connaît très bien. Et Lescaut est venu avec cette sorte de notion des choses. En laissant de côté les éléments brillants de la classe majoritaire qui étaient des Noirs, il a facilité beaucoup l'autre faction sociale à Tinclair et aussi les étrangers, les Syriens, tout ce monde-là, il les a facilités. C'était des gens qui ont formé son cabinet et le cabinet de Lescaut a duré presque toute la durée de son pouvoir. Son fils était ministre des Affaires étrangères, un autre était ministre de l'Intérieur, et c'était des gens qui appartenaient à une élite sociale, mais qui avait une couleur, la couleur que vous connaissez, les gens de l'élite. C'était à l'époque. Donc, les éléments brillants de la classe moyenne, ils te réservent un petit job, job 40 pour essayer l'école, $50. Et ils aspirent aussi au pouvoir. Ils aspirent au pouvoir, et d'autant plus qu'on sortait maintenant de la guerre.
avec ce qu'on appelle la notion des 4 libertés, la charte de San Francisco, un ensemble de grandes notions qui traversaient le monde. Donc, c'est à la faveur de tout ça que tout intellectuel ça réunis et ils ont formé d'abord Fiolet, le journal Chantier, il y a eu d'autres journaux, etc. et qui ont créé ce climat de libération, ce climat de liberté, parce que l'ESCO avait concentré tous les pouvoirs entre sa main, à la faveur de la guerre. Ok, est-ce que, c'est-à-dire sous l'ESCO, couleur peau, les déterminer qui fonctionne... En général, couleur peau d'une part, et la famille aussi, de quelle famille vous êtes. La grande famille qu'on connaît, les grands noms qu'on connaît. Mais si vous sortez au niveau de la classe majoritaire, même la classe encore plus bas, vous étiez inconnu, mais connu malgré vos mérites. Et en même temps, il n'y avait pas cette ouverture pour l'éducation nationale, où on va créer tant de lycées, tant d'écoles, tant de nouveautés pour les jeunes qui sortaient maintenant des classes sociales et des couches sociales en bas. Et c'est ça qui va contribuer à l'impopularité du gouvernement de l'ESCO. Ok. On dit le préjugé de couleur élevé au rang de pratique. À la base de tout ça. De pratiques gouvernementales. Mais pourtant, le regardez l'ESCO sont qui gagnent très clair. C'est un griffe, oui, c'est ça dit. Son griffe. Et l'ESCO m'a donné son griffe, bien sûr. Mais alors, c'était un peu le genre que voulez-vous. Ok. Mais pour qui ça, époque, ça était favorisé que au président un comportement comme ça? D'abord, il faut dire qu'on n'avait pas ce grand Port-au-Prince, on avait ce petit Port-au-Prince. À l'époque, Port-au-Prince s'arrêtait au Pont-Morin, là. Il ne s'arrêtait pas au-delà de Carrefour, on s'arrêtait, c'était Port-au-Prince. Et il n'y avait pas ce qu'on appelle cette pression démographique que vous connaissez maintenant. Il y avait à Port-au-Prince combien? 800 000 âmes, 900 000 âmes, 1 million. Maintenant, on a 4 millions, on a 3 millions, d'une part. Le problème est que l'ESCO n'avait pas pratiquement une vision sociologique de la population haïtienne, d'une part. Et d'autre part, c'est par instinct. Par instinct. Il aimait ce genre de catégorie sociale. Et l'autre, eh bien oui, ok, on vit avec eux, on les aide, mais, il y a toujours un mais. Et c'est ça et c'est ce mais-là qu'on a renversé. Okay. Ça permet nous une prise de conscience qui est faite, d'abord dire à l'interne, sur le plan intérieur, dans le pays à tout, mais il y a des barrières qui sont passées sur scène internationale et qui fait nous penser, ben, dans le moment ça, nous arriver à combattre ça. Bien sûr. Parce que même, je n'ai pas abordé des questions, parce que même militant des droits humains, je m'a appelé le livre, je m'a demandé si ce n'est pas, et à partir de là, où vient dire, bon, moi-même, c'est toute vie est consacrée à ça. Il y a le courant international. Au lendemain de la guerre, lorsque la renversée, on a vaincu le nazisme, le fascisme, les États-Unis, la France, les grandes puissances qui ont élaboré la charte de San Francisco, tout cet ensemble de chartes qui consacrent la liberté, l'égalité, tout ça, eh bien, on va en Haïti les rapatrier pour pouvoir au moins manifester. Chacun avait des droits qu'on ne pouvait pas ignorer. Or, ce courant-là, l'ESCO gouvernait à contre-courant de ces notions-là, à contre-courant de cette notion de dignité, cette notion d'égalité et tout ça, tu entres à chacun. Donc c'est 46 qui va apporter cela, ce mouvement social de libération, d'égalité réelle dans ce pays. Est-ce que, ou même à l'époque jeune, discours président Roosevelt là, il y a un impact sur vous qui, c'est-à-dire marqué vie ou là jusqu'à aujourd'hui, parce que même le Gérard Gou, criminologue, avocat, et tout ça, les candidats à la présidence, mais on a arrêté jusqu'à ce que vous mouriez, ces militants des droits humains. Notre génération a été formée. Dans la période pré-l'ESCO, nous très bien qu'on a des professeurs remarquables. Un Émile Saint-Lô, un docteur Pressoir, un Messin Gabriel, tout cet ensemble un Louis Deshalles, cette grande figure de l'époque. C'était des gens remarquables et qui nous formaient aussi, et qui avaient le sens qu'on avait besoin d'une nouvelle ère de liberté, à la faveur des chartes, la charte de San Francisco, toutes ces chartes que vous connaissez dans la liberté. Parce que l'histoire avait établi ce qu'on appelle le système, la loi martiale. Il n'y avait pas de liberté. Il n'y avait pas de liberté, il n'y avait qu'un seul.
qu'un seul pouvoir, qui était le pouvoir exécutif. Les autres pouvoirs étaient soumis à la pression et aux ordres de tous les autres pouvoirs. Et ceci était à l'encontre de ce qui a été fait au lendemain de la guerre. Lorsque la guerre a été gagnée par les États-Unis, l'Angleterre, la France, les Nations Unies, et il fallait bien faire face à une nouvelle condition de vie. Ok. C'est ça qui vient faire ou mettons accent sur les... Alors moi-même, j'étais formé dans ce climat-là. Ma génération, c'est la génération de René Despères, n'oubliez pas. Despères était une grande figure de 46. Gérald Blancourt, René Despères, Jacques Alexis, tous ces jeunes-là ont été formés par des professeurs qui aussi militaient et qui souffraient aussi du climat dans lequel évoluait ce pays. Ok. On nous vient, parce que depuis ou bataille qui était gagnée pour sous l'ESCO, venir sous idéologie noiriste ou gon chapitre même ou consacré à ça, à dominance africaine, expliquer les plus jeunes, les jeunes et tout coup, je dis à l'ordre idéologie noiriste pour pourquoi ça veut dire. Ça c'est l'idéologie noiriste de l'époque, pour venir comme je vous dis, des conditions dans lesquelles évoluaient les éléments brillants de la classe moyenne. Des fils du peuple, on les appelle les fils du peuple, avec un Daniel Fiolet, avec toute cette équipe de M. Gabriel, cette équipe de Félix Diambois, qui étaient des figures remarquables. Ce sont eux qui ont façonné 46. Et lorsque les élections étaient décrétées par l'armée, c'est l'armée qui a pris le pouvoir après l'ESCO, ce qu'on appelle le comité exécutif militaire, avec Lavaux, général Lavaux, colonel Paul Magloire, le major Level, ce sont eux qui ont dirigé ce pays, eh bien, le slogan qui a été lancé est le suivant, votez noir. Il faut voter noir pour empêcher à cette classe de l'ESCO de revenir au pouvoir. Et c'est Fiolet qui était l'un des porte-parole de cette génération-là. C'est ainsi qu'on a eu Dumas estimé, qui est venu un homme de Verrette, etc., mais qui était dans le régime de l'ESCO, de Vincent surtout, mais qui n'a pas collaboré avec l'ESCO. Et c'est ce mouvement qui a apporté Dumas estimé au pouvoir, le mouvement de Noir, avec tous ces gens-là, éclairer cette classe sociale, et aussi une grande partie de l'élite aussi, qui était claire aussi, mais des gens qui avaient évolué, qui avaient laissé le côté fermé du régime de l'ESCO, beaucoup. C'est ce qu'on appelle un gouvernement d'équilibre. Avec le recul, je veux dire, on a 88 ans, M. Goug, et qui mouvement ça, ou même qui jugement capable de porter sous les bons côtés, mauvais côtés, ça le porter pour payer. Les conquêtes sont des conquêtes définitives, sociales. On n'a pas eu seulement estimé. François Duvalier a contribué aussi. François Duvalier a été ministre d'estimé. Il a contribué aussi à créer cette sorte d'équilibre social et qui donne à l'homme des classes moyennes, basse classe, le sentiment de sa personnalité. Parce qu'ils savent qu'ils sont des citoyens et qu'ils ont des droits en vertu de la loi. On a eu le mouvement de 46. On a eu d'abord Paul Magloire qui est venu, bien que militaire, mais qui a eu un climat tolérant, de tolérance générale. Après Magloire, c'était Duvalier. Or, Duvalier, vous savez, a créé à partir de son concept-là, même concept de 46. C'est un produit de 46. Donc ça s'est amélioré et je crois que c'est irrécupérable. On ne peut pas le mettre de côté. Des éléments de la classe moyenne, des fonctions importantes. Président, mais pour que ça me demande qui jugement porté sur ça, ça nous remarque, c'est que même dans les pratiques gouvernementales, il y a des qui sont extrêmement graves qui arrivent, mais ce changement, c'est toujours presque même les gens qui arrivent au pouvoir, c'est répression, ou obligé, on dit ça dans le livre là, ou pleuver, ou mettre dehors, il pas ça t'a pas tant de discours que tu gagné, ça t'a dénoncé, là vient le même comportement et nous quand même je dis encore là, c'est même situation. Bon, il y a eu dans ce processus là aussi des déceptions également. Des déceptions, bien sûr. On ne peut pas donner à tout un chacun un certificat de bonne conduite, etc., dans l'ensemble. Mais l'esprit qui a dominé, c'est cet esprit que tout Haïtien, dès l'instant où il a des capacités, peut accéder à n'importe quelle fonction. Et pour qui ça, selon même son élément de la classe moyenne qui est au pouvoir, mais ça dit la bourgeoisie, dit toujours, et même dit plutôt, la classe
dominante, possédante, de toujours à graviter autour et presque, capable de dire, au fait, c'est eux toujours à diriger. Eh bien, à diriger, parce qu'eux, ils ont une force en main, la force économique. La force économique, la puissance économique, ce sont eux, depuis, même sous l'ESCO, même avant l'ESCO, ce sont les grandes familles qui dominaient le bord de mer. Ce sont eux qui avaient les moyens de production et qui avaient des magasins. Même après l'ESCO, il faut bien considérer ça. Sous-estimer une poussée d'éléments noirs qui devaient, qui surgit tout. Les noirs éminents, on a eu un Thomas Desulmé remarquable, on a eu Clément Joseph Chaletira, on a eu d'autres encore. Le commerce a évolué. Et ceux-là qui sont partis, qui ont étudié à Paris, aux États-Unis, qui sont revenus, ont eu des idées nouvelles. Ils ont créé, n'est-ce pas, ce qu'on appelle des initiatives nouvelles. Donc, de toute façon, il y a une sorte de mélange de tout dans cette affaire-là. Que le noir, que le mélange. Ok, toute bataille, ça, à partir de 1946, Génération Rale, c'est pour capable de gagner une classe moyenne, comme on dit, jam. Oui. Mais que nous pas jamais gagné vraiment. Pour que ça ne va pas dire ça tremblement de terre 2010 ça fait nous, mais là on a regardé qui peut ça fait ça. Parce que aussi il y a un problème de discipline que cette classe moyenne n'a pas totalement. Beaucoup de classes moyennes qui ont surgi ont manqué de discipline pour perpétuer justement ce processus de formation. Il y a ça aussi. Et entre eux aussi, maintenant parvenus au pouvoir, noir contre noir, vous vous rappelez qu'il y a eu une sorte de déchirure extraordinaire. Rappelez-vous le mot de Duvalier. La révolution mangera ses propres fils. Et il a contribué aussi à détruire beaucoup de gens de valeur qui, d'après lui, aspiraient à le remplacer au pouvoir. Le problème de la division a été créé depuis longtemps. C'est comme ça. Le chien mange le chien, quelle que soit la couleur. Mais les Noirs, surtout, on a eu cette impression qu'arrivés au pouvoir, ils se sont embourgeoisés aussi. Ils ont les mêmes faiblesses que les autres. Entre-temps, il y a eu quand même beaucoup de jalousie, beaucoup de problèmes. Mais est-ce que, justement, ça dit pour classe moyenne, ce n'est pas là à regarder. La bourgeoisie, ça dit tout rêve, c'est entrer là. Yeah. Mais la bourgeoisie, les éléments de la bourgeoisie dans le temps, ceux qui étaient là, avaient beaucoup plus de discipline aussi. Entre eux. Ils se consultaient entre eux et ils formaient entre eux. Ils défendaient entre eux leurs propres intérêts. Beaucoup de discipline. C'est comme les Syriens sont disciplinés entre eux. Je vois les marquettes détruites depuis l'Angleterre, qui ont été reconstituées rapidement. Tandis qu'il y a d'autres personnes qui ne sont pas dans ce milieu-là, qui ne trouvent pas les avantages de banques de crédit, qui ne sont pas capables de faire. Regardez bien, on verra. C'est un problème de solidarité de groupe. L'on dit qu'il y a une discipline entre eux, mais est-ce que vous voulez parler de solidarité? Entre eux. Solidarité entre eux, beaucoup plus. C'est ça qui manquait, l'élément classe moyenne qui a émergé. Chacun est égoïste, chacun fait son chemin. Qui fait que va construire. Et que dès qu'un autre commence à percer, à aller trop haut, eh bien il faut qu'il aille plus doucement. Voilà. Parce que sinon, pour que ça, c'est parce que dans le groupe ça, nous pas accepté que nous avons monté, que nous vivons ça très mal. Et de solidarité aussi. Absence de solidarité. Mais ça, où me mettre ça vient quoi? Ça vient d'un ensemble de facteurs. N'oubliez pas que nous sommes sortis depuis des siècles. Nous sommes sortis de l'Afrique à travers des tribus différentes, non? Dans le fameux bateau des négriers qui nous amènent pratiquement. Mais néanmoins, c'est un problème aussi d'éducation. D'éducation et de formation qui se pose. Là où la classe moyenne n'arrive pas à s'entendre, allez voir que le petit milieu bourgeois, ils s'entendent davantage, beaucoup mieux. Mais mon classe moyenne a traîné ça longtemps là. Il a traîné ça, ça qui explique au pas qu'à comprendre. Eh bien, il va arriver à comprendre avec le temps. Parce qu'il y a beaucoup qui ont été victimes aussi, entre eux. Donc, pratiquement, c'est ça. Quand on prend Duvalier qui avait 29 ans d'un côté, et 15 ans, 14 ans son fils, c'était une grande période d'expérience et qui a été douloureuse pour certains, même pour les Noirs, et bénéficiaire pour d'autres aussi. Mais Maître Gougou, la question on a parlé là, la question et couleur là,
vient très actuel avec des manifestations qui ont récemment dans le pays, vient une espèce de slogan des salines pour et Pétion. Et ou même qui ont vivre ça. Non, je considère ça comme des définitions sans fondement. Comment des salines par Pétion? Des salines avec Pétion tout le temps. Le goût met ensemble. Voilà le problème des salines, Pétion. Non, parce que c'est affaire mounan bas, moun noir, peau claire. Des questions qui sont réveillées pour faciliter peut-être certaines ardeurs sociales chez les gens, des réactions sociales. Donc pratiquement, ce sont des formules qui n'ont pas de contenu. Okay. Mais il y a des gens que justement, type de formule, ça a lancé comme ça, inquiété parce que... La question de couleur qui se repose maintenant avec beaucoup d'ardeur. C'est inquiétant en même temps, mais il ne faut pas que cela constitue une arme de combat. Bien sûr. Mais là, est-ce que c'est problème couleur plus, bon, peut-être parce que on martelé que le pouvoir qui fait ça, ou bien c'est plus... nous, dans le pays, côté inégalité sociale, difficile, et que c'est plus pauvre et pour le classement, pratiquement pauvre avec les gens qui ont moyens. Est-ce que c'est pas plus là, lié là, je dirais? Mais pas avec la même gravité que dans le temps. Il y a beaucoup plus de tolérance lorsque les Haïtiens se réunissent. Ils se réunissent autour d'un objectif précis. Et on ferme les yeux sur beaucoup de choses, la question de couleur, mais elle restera toujours une des questions haïtiennes importantes. Ok. La question de couleur. Ok. Surtout, pour qui ça? Pour qui ça? Elle est là parce qu'elle fait partie un peu de notre, ce qu'on appelle en sociologie, notre idiosyncrasie. Cette politique a préveillé de temps en temps, surtout leur l'entrée dans la période électorale. Ici, noir. Etc. Voilà. C'est là. La question est dominante. C'est pas un complexe que Haïtien a la caille. Tout qui fait ça tout le temps la venir. À partir de certaines données, cela peut s'apparenter à un complexe, mais ce sont des complexes qu'il faut chasser. Il ne faut pas cultiver comme complexe. Il faut les garder et les maintenir. Il faut pas garder et maintenir ceci comme règle de vie non plus. Il faut évoluer dans ce milieu-là pour savoir. Il faut dominer ces questions-là. Ok. Mais Maître Gougou, génération 46, m'a répété ça, on est bon côté, et moun qui dans le mouvement noir, ça, mais leur regarder couleur peau, ou même comment on vit ça? Eh bien, toujours dit depuis 46, je ne suis pas ni noir, mais là, je suis aussi rouge. On s'y rouge, on voit une bonne amie là, quand moi. J'étais proche de Fiolet en 46. J'étais proche de Duvalier, nous avons fait le mob ensemble. Et après ça, on a évolué. En 57, aux élections de 57, j'étais avec Clément Jumel, qui était un noir évolué, un noir remarquable. Il est au-dessus de la question de couleur. Donc, je ne regarde pas la peau, je regarde l'esprit. Ok. Ou même, mais les gens qui sont autour de ou même ne pas regarder peau? Oui, mais est-ce que vous ne pouvez pas te confronter à un problème ça? Le milieu, justement, le milieu populaire. C'est là que j'ai vécu depuis l'école, le lycée Pétion, et jusqu'à nos jours. On peut évoluer, avoir un autre type de local, de maison, les moyens, avec ce qu'on a gagné. Mais la mentalité qu'on a depuis longtemps, là, on la garde avec ce qu'on a. Le respect de l'autre, surtout avec la voie que j'ai choisie, voie des droits de l'homme, les droits de l'homme, quels qu'ils soient. Et compagnons de route, toujours comprendre ça comme oui, ça? Oui, bien sûr, avec le respect et la compréhension. Becker était un homme qui n'était pas un mulâtre. Il est d'une famille connue. René Despères est connu, et tant d'autres encore sont connus. Toute la bataille de 46 avec Jacques Alexis n'a pas été faite au nom de la question de couleur, elle a été faite au nom des idéaux républicains. Liberté, égalité, amélioration des droits humains, etc. Mais pas au-dessus de la question de couleur. Ok. On nous vient là sous l'autre époque, c'est on regarde qui gens ou traverser ou même Gérard Goug toute période du Valier. C'est-à-dire tout d'abord du Valier, nous avons dans du Valier père. Non, voilà, moi j'ai connu du Valier depuis 44-45. Quand j'étais au lycée Pétion, j'étais sous l'ESCO. Fiolet était mon professeur de mathématiques. Et il y avait à l'époque le journal qu'on appelle Les Griots,
avec Duvalier, avec Clovis Desinor, avec tout ce monde-là qui formait l'équipe de Griot, un journal qui avait comme référence la culture et tout ce que l'Afrique a apporté à la culture en général. Donc j'ai côtoyé ces gens-là, je les connaissais bien et même trop bien. Okay. Donc je n'ai jamais eu de problème de ce côté-là, parce que je partageais bien les idéaux de Fiolet, c'est-à-dire faire sortir cette masse dans laquelle elle évolue, dans laquelle cette masse qui évoluait, et leur ouvrir des horizons, comme Fiolet le demandait. C'était ça 46. Fils du peuple, vous avez droit à l'éducation, vous avez droit à la santé, comme le fils de l'autre, de la classe, de la bourgeoisie. C'est ça la philosophie. Okay. Et cette philosophie, je l'ai imprégnée également, je crois, et c'est ça qui m'a apporté à aborder maintenant la pratique des droits humains. Les droits humains, droit à l'éducation, droit à la santé, droit à la sécurité, droit au respect de soi et tout ça, dans un cadre démocratique. Ok, mais où tellement la donne, ça dit dans l'élection 57, on choisit au camp, mais d'accord, c'est des gens que où tu bien connais. Quand on choisit ces jumelles? En 57, j'étais avec jumelles. Okay. J'aurais pu aussi être avec Duvalier. Mais comme j'avais vécu à l'étranger pendant 2 ans, j'ai perdu les contacts à mon auto en 54 sous ma gloire. J'ai rencontré Clément Jumel qui était ministre des Finances. Et alors j'ai eu des contacts répétés avec lui. Et Duvalier de son côté était le maquis. Il est sorti du maquis pour devenir candidat à la présidence à l'époque. Donc on a réussi à Jumel. Parce que j'ai toujours pensé que Duvalier et Jumel étaient destinés, condamnés à s'entendre dans un pouvoir donné. Mais comme le tempérament, Duvalier a son tempérament, Jumel a aussi son tempérament. Voilà des Noirs qui n'arrivent pas à s'entendre et le désastre fait que l'un va détruire l'autre. Duvalier va détruire les jumelles parce que Duvalier, lui, est attaché à son pouvoir. Il a la maladie du pouvoir. Et dès qu'il y a une intention chez un Noir d'arriver à la présidence, il faut détruire. Parce qu'il a cette maladie du pouvoir. Donc, entre les jumelles, il y a une cassure. Donc, dès lors, après, ça a arrivé, après 57, après les élections. On était, parce que nous avons je suis retiré de la politique. Ok, tout à l'heure. Nous avons été sous élection. Pour qui ça, même là, on dit que, bon, tu as droit et choisi Duvalier et tout, mais il se trouve que, ça veut dire, pour qui ça, c'est jumelles ou tu choisi même qui ça était porté pour l'époque pour qui ça vous à chaque fois une élection et pour choisir un candidat parce que les porteurs d'espoir de changement. Duvalier et Jumel étaient 2 amis très proches. Duvalier était ministre sous le gouvernement d'Estimé et du cas Jumel c'était Clément il était aussi ministre. C'était des amis qui habitaient la rue Eloi en ville. La rue Eloi que vous connaissez. À ce moment-là, le problème de l'ambition politique a joué. L'ambition politique. Duvalier avait un destin extraordinaire et qu'il devait être chef d'État. De son côté, Clément, l'intellectuel, qui réunissait la classe moyenne, les intellectuels et une partie de la bourgeoisie aussi. Car Clément avait beaucoup d'amis dans la bourgeoisie, il était ses amis, ses condisciples avec qui il collaborait. Donc le problème est venu de cette sorte de méfiance l'un de l'autre. Je n'ai jamais pu comprendre comment ces 2 éléments, qui sont des éléments, des branches du même tronc, n'ont pas pu s'entendre. Mais compte tenu de la politique haïtienne, vous connaissez le problème. Le problème de noir contre noir, la différence qu'il y a entre eux. Donc il s'est créé cette division-là. Donc comme j'avais perdu de vue Duvalier pendant les 2 ans à l'étranger, et arrivé maintenant, fin Magloire, il a pris le maquis, il cachait, parce qu'il avait attaqué Magloire après le cyclone Azel. Donc j'étais avec Clément Jumel, que je croyais être proche aussi de Duvalier. Donc ils se sont séparés. Parce qu'en face d'eux, il y avait des joies, n'oubliez pas, le secteur maintenant de la branche bourgeoise. C'est-à-dire Duvalier, Jumel. C'est tout ça. Des joies. Et à nous regarder l'ambiance électorale, parce que quand il y a qui dit sous l'élection, ça dit pour qui ça, c'est Duvalier qui passait dans l'époque. Bon, pourquoi? Pour que Duvalier a bien arrangé l'affaire. François Duvalier, bien évidemment. François. Le problème, il faut partir maintenant de l'armée d'Haïti, des forces armées d'Haïti.
les forces armées d'Haïti, qui, comme vous savez, ont toujours joué un rôle prédominant dans le choix politique et dans les élections. Donc après, en 1946, estimé, Duvalier ministre estimé également, l'armée a joué un rôle considérable et c'est l'armée qui va renverser estimé. L'armée renverse estimé par un coup d'État, le coup d'État de Paul Magloire en 1950. Duvalier était ministre à l'époque. Duvalier, ministre, Jumel était directeur général, etc., des finances. C'était des amis qui se rencontraient. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que cette armée qui avait fait coup d'État, parce que l'armée a toujours fait coup d'État depuis 1946, avec ce qui a renversé estimé, avait disparu. Et il y a une montée des classes moyennes dans l'armée. Une montée. La montée avec Antonio Quebro, avec tout ce monde-là. Et ces gens étaient proches de Duvalier. Donc ce sont eux qui ont fait les élections en faveur de Duvalier. Ils ont fait des rapports avec eux. Et dans la partie moyenne de l'armée, la classe moyenne, il y avait des officiers du peuple, aussi, avaient aussi des mulâtres, aussi, mais qui étaient proches de Duvalier. Et ce sont eux qui ont favorisé Duvalier à monter au pouvoir. C'est tout. Alors, à ce moment-là, Jumel s'est senti un peu frustré, comme vous le savez. Jumel n'a pas accepté tellement cette sorte d'élection de Duvalier. Et entre eux, il y a une cassure. C'est cette cassure qui va mettre les réactions de Duvalier contre ces gens. À l'époque, c'était l'armée, c'était... C'est l'armée qui était là. Une sorte de faiseuse de roi. C'est une belle situation. Ok, mais situation... Mais, justement, pour qui ça? Et que c'est Duvalier choisi, c'est parce que... Ils ont effacé, ils ont pensé les ballons marionnettes. Notre aspect, Duvalier a toujours un homme qui a masqué, au fond, ce qu'il avait comme pensée. On n'a jamais pu deviner ce qu'il avait. Le doc, j'avais dit une fois à Beaulieu, j'ai connu Doc, le doc que j'ai connu avant la présidence. Un homme paisible, celui qui va chasser, combattre le pion, la grande campagne contre le pion avec Duvalier, mais je n'ai pas connu Papa Doc. Papa Doc, c'est celui qui défend son pouvoir, qui met fort dimanche sur pied, qui fait ceci, qui met cela, qui est attaché à son pouvoir. C'est Papa Doc. Et qui arrive à mettre son fils, président à vie. Non, nous allons parler de ça tout à l'heure, même on était sous... Donc, Doc, je connais très bien pourquoi. C'est Doc qu'on a choisi. Il pensait qu'il pouvait renverser Doc rapidement, après 3 mois, après 6 mois. Ils se sont trompés. Duvalier, Doc, que je connais, c'est un homme très humble, il ne parle pas tête baissée. Mais alors. Donc, vous ne pouvez pas reconnaître les gens qui étaient venus sous pouvoir, qui ont fait toutes les exactions. C'est répression, ça. Alors, donc, non, bien sûr. Jamais, je te dis là, jamais si au départ, c'est François Duvalier qui va le transformer comme ça, tu as dit. Non, bien sûr. Je n'ai jamais pu accepter la mise en place de la dictature, quoi, comme. Vous le savez. Est-ce que vous n'êtes jamais inquiété vraiment sous période inquiété, c'est non, pas régime non sous ce régime-là, j'étais professeur de droit. Moi, j'avais une sorte de conception des choses, d'indépendance et j'étais un juriste. Donc les cours que je faisais à l'école de droit étaient les cours basés sur la matière elle-même. Je n'ai jamais envoyé quelqu'un mettre un trac ou bien mettre un explosif quelque part. C'était pas mon genre. Le Duvalier me connaissait aussi depuis longtemps. Donc j'ai toujours vécu, comme je dis, vivre dans le sillage des faits collectifs. Ok, justement. Et avec réalisme. Ok. Ligue des droits humains, c'est ça, c'est... La Ligue est venue sous Jean-Claude en 78, avec Carter. Ok, mais pendant l'époque-là, vous n'avez pas sous Duvalier, vous n'avez pas jamais tenté pour faire action, par exemple, c'est-à-dire pour renverser, parce que nous avons ça en pile. J'avais une notion très, très réaliste de ce qu'on appelle de la conjoncture politique. Et je connaissais Duvalier. Et je savais qu'on ne pourrait pas le renverser avec les méthodes qu'il avait implantées dans ce pays. En mettant la milice sur pied, en réduisant l'armée comme il l'a fait. Il a dominé la situation, la mise en place d'une police secrète. Eh bien, ce sont des forces qui caractérisent toute dictature, qu'on ne renverse pas facilement. Et on n'a pas pu le renverser. Beaucoup ont fait beaucoup d'efforts. Dans l'armée, il y a eu des mouvements. Colonels, majors, officiers, tous, ceux-là qui ont voulu aller
adopté, ils ont été liquidés par Duvalier. Je connaissais l'homme très bien. Donc je sais là où il allait et je m'adaptais dans mon cadre de professeur de droit, mais avec indépendance surtout. Et là, avec indépendance surtout, ça fait 2-3 fois dit ça veut dire. Et cette indépendance qui m'a conduit au CNG. Ok. C'est-à-dire quand Duvalier, Jean-Claude est parti, je suis resté à l'école de droit, enseignant le droit pénal, qui est un droit très dangereux, où l'on parle de liberté. Il y avait malgré tout dans la salle, n'est-ce pas, dans des années, qu'il y ait ma courte, qu'il y ait pas de ma courte, ce n'est pas mon problème. Il y avait l'indépendance d'esprit, mais je n'allais pas dire à un étudiant d'aller mettre un trac ou une bombe quelque part. Donc, le droit, voici le droit. C'est ça qui m'a caractérisé jusqu'à présent. Ou même vive période, et François Duvalier, on a pris là-dedans, Jean-Claude Duvalier, mais François Duvalier, c'est de ça qu'on a parlé, mais ça fait qui ont analysé que l'homme lui-même il vient transformer comme ça. Parce que il y a un pile qui dit c'est parce que tout de suite il prend pouvoir, il sorti pour renverser, donc il est obligé de se position, c'est seul Jean Sal est capable de survivre. Mais il y a des gens qui pas accepter ça tout. Ça ne pas obligé pour garder un pouvoir pour sanguinaire. On ne connaissait pas la pensée de l'homme. L'homme a toujours été très énigmatique. Qui ne parle pas. Vous remarquez qu'il a fait, il a mis sur pied la milice, non pas à l'arrivée de son pouvoir. C'est à l'occasion de l'affaire Pasquette, Perpignan et occasion de Dessalines qu'il a fait sortir la milice. Il est resté un mois ou 8-9 mois à diriger, avec quand même une main assez ferme. Mais la création de la milice, il ne l'a pas mis tout de suite à jour. Il a entendu qu'il soit très fort, que le chita solide pour le mettre milice. C'est un homme qui sait calculer. C'est un calculateur extraordinaire. Un calculateur et un homme, on ne peut pas deviner toujours sa pensée. On ne sait pas. Le doc qu'on connaît n'est pas le papa doc du pouvoir. Ce sont deux personnalités. Et avec le pouvoir maintenant, ce qu'il avait en tête, cette conception du pouvoir à vie, également est une nouveauté. Qui a été... Et que ça, que population accepte ça tout. Mais il a dû accepter. Parce que non seulement il veut pouvoir décider la vie, que le passé ne va pas. C'est-à-dire, l'on vivre, c'est vrai, il y a une bataille qui permet nous capables de liberté, ça que nous gagnons. Je dis, mais on va dire que c'est incroyable. Il avait les forces en main d'un côté. Pour le faire, il avait des contacts aussi dans le monde. Absolument. Les Américains en particulier. N'oubliez pas qu'il a travaillé des années dans une organisation américaine lorsqu'il a été combattre le pion, etc. On le connaît très bien, on l'a connu. Ce n'est pas un nouveau venu, je vais dire. Contrairement à d'autres dans la politique. Voilà, Maître Gérard Goug, militant des droits humains, invitez-nous aujourd'hui. Et Maître Gérard Goug qui écrit « Mémoire, vivre dans le sillage des faits collectifs, 60 ans de vie publique et de faits historiques. » Et m'a dit que l'écrit en collaboration avec Jean-Robert Hérard. Et m'a juste souligné sous 4e de couverture là, et au phrase, comme ma vie a été une vie publique, et comme dit l'autre, je n'ai aucune honte à cacher, donc je peux tout déballer, quel que soit ton palais sans détour. Baby Dog Duvalier, la puérilité du pouvoir. L'homme avait 19 ans, à peu près. 19 ans à 19 ans. C'est là même on fait baccalauréat, c'est là on rentre dans l'université, c'est Simon, c'est des jeunes gens. Puérilité, au sens de puer, qui veut dire enfant en latin. Donc j'ai réfléchi longtemps pour trouver un mot, et me trouver que le mot puérilité convenait mieux à ce personnage-là à l'époque. Pourquoi puérilité? Parce qu'au lendemain d'une longue histoire de ce pays, jamais on aurait eu un enfant de 19 ans arrivé chef d'État, et non pas chef d'État simplement avec un mandat, chef d'État à vie. À vie. Puérilité. Comment c'est arrivé? Tout le monde le sait. Duvalier avait le pouvoir à vie, il a mis sur place un système répressif qui permettait de pouvoir broyer toute opposition, toute velléité d'activité démocratique. La lutte contre le communisme, la lutte contre l'opposition, tout ça, il était maître de la situation. Et on ne pouvait pas, dans ce cadre-là, faire jouer ce qu'on appelle la pratique politique
il n'y avait pas de parti politique. Les leaders politiques ne pouvaient pas se manifester à l'intérieur du pays. C'est ce qui va créer toute cette diaspora que vous connaissez à l'étranger, des leaders politiques, des hommes politiques ou des victimes, etc. Tout cela est... Duvalier est un homme malade. Il est mort très jeune, à peine 64 ans, jeune, 64 ans. Mais alors, fatigué aussi par le pouvoir. Il a été fatigué aussi par l'opposition. 15, 12, 13, 14 invasions. Des réformes de l'armée, exécution de 19 officiers. Et un monsieur qui ne dort pas, qui ne mange pas, etc. Donc, diabétique par-dessus le marché. Donc, épuisé par le pouvoir. Et il meurt. Mais avant de mourir, qu'est-ce qui se passe? Il faut au moins arranger sa succession. Il a une épouse, Simone Ovide, que l'on connaît, maman Simone. Il a des enfants, en dehors de Jean-Claude, il a 2 filles, etc. Ok, d'accord. Donc Duvalier pense que c'est un nom qui doit perpétuer l'histoire de ce qui doit rester. C'est pour lui retenir son pays à tout le temps. Duvalier. Et il s'arrange. On peut dire que dans le régime de Duvalier, il y avait des personnalités. On peut citer un Hervé Boyer, on peut citer un Clovis Desinor, et tant d'autres encore, qui pourraient être président de la République. Mais cette conception, cette notion de Duvalier à la Kaili, il n'y a pas bien de monde pour voir. Son Duvalier pour faire pouvoir. Or, le fils n'a que 19 ans. Donc, il va s'arranger. Avec brio, d'abord, il va porter le gouvernement américain à accepter cette affaire-là. Accepter. Il faut l'accepter. Et comme nous sommes dans une période de guerre froide, d'un côté, vous avez Cuba, tout près. Vous avez la Russie, grande puissance derrière. Vous ne pouvez pas tolérer, accepter que dans la Caraïbe, tout près de Castro, il y a une aventure. Donc, on va s'entendre avec Duvalier. Et on s'entend avec lui. Sur qui? Il dit, oui, c'est mon fils. Mon fils! Voici le leader. Voici le leader. Et c'est fait. Compte tenu, il a l'armée avec lui. Il a maîtrisé l'armée. Il a la communauté internationale, les Américains, qui sont là, d'accord avec lui, le Congrès, etc. Donc, Jean-Claude Duvalier est accepté comme successeur désigné. Ok. Est-ce que vous pouvez dire que les premiers Américains dans la période-là pour chantage? À un certain moment, chantage, il a joué l'Amérique. Sur la Parce que l'Américain fait preuve de beaucoup de naïveté. Il ne connaissait pas le personnage aussi. Il ne connaissait pas le personnage. Mais comme Carter était venu débloquer un tas de choses, beaucoup de choses ont éclaté. Les Américains ont eu une autre vision des choses. À l'arrivée de Castro, ils ont vu qu'il y a quelqu'un là tout près d'eux, qui s'appelle Fidel, et qui a près de 50 ans au pouvoir avec son frère. 50 ans. 50 ans. Ouais. Il y a qui ça Duvalier bail et que s'il allait l'autre tout le monde a bataille contre lui, qu'il a taxé de communiste, que c'est monde ça qui t'a venu et prend pouvoir. Voilà. Donc du coup, il fait choix. Le fait Duvalier. Il y a une réalité Duvalier. Mais qui est incarné par un jeune. Il a trouvé une structure policière, une structure d'État qu'il a encadrée. L'armée est avec lui, la police, les services de police, la milice est avec lui, et tout ça, maman est avec lui, et tout ça. Bon. Mais il a eu des ministres très influents aussi, qui ont exercé une influence considérable au début du pouvoir, dont le on peut citer, ministre de l'Intérieur, qui s'est rapproché de Mme Duvalier, la veuve, etc. Mais la structure politique est telle, les systèmes, l'organisation politique de la répression est telle qu'il n'y a pas moyen pour personne d'autre d'entrer dans ce jeu-là. Ce sont des duvalieristes qui dirigent. Beaucoup de partis politiques qui auraient pu fonctionner en Haïti ont dû s'en aller là-bas, former la diaspora, former l'opposition. On a eu des intellectuels, des militants, un tas d'éléments nouveaux qui ont été à Boston, Chicago, New York, à Paris, qui ont constitué l'opposition. Et quand, à un certain moment, il a voulu faire une sorte de dégel, le dégel, bien sûr, une certaine mesure, mais il ne pouvait pas laisser les choses aller au gré, n'est-ce pas, des gens. Il a toujours maintenu ce qu'il a fait. Et à part de ça, les événements de l'intérieur, la révolte des Gonaïves, n'oubliez pas, hein, la milice qui fait des excès, à un certain moment, je disais qu'il faut fermer le robinet de sang parce qu'on a assassiné des gens par-ci et par-là. Vous vous rappelez cette phrase célèbre à 1 ou 2 semaines de sa chute.
Donc c'est tout ça qui va l'emporter. Et à l'époque, il a commencé à parler d'un président américain qui est Carter tout. Carter qui vient faire éclater le système aussi. Absolument, il a parlé de droits de l'homme. La philosophie des droits de l'homme dans le monde, également ça. Et c'est en faveur de Carter qu'on a pu mettre sur pied la Ligue haïtienne des droits humains. Justement, on parlait. La Ligue haïtienne en 60... à ce moment-là. OK. Est-ce que Ligue là avec ou fonctionner normalement ou bien des problèmes avec Jean-Claude Duvalier, régime non voulait instaurer. Il est un démocrate, il tolère la démocratie. Nous autres, moi-même, à Fontaine-Joseph, nous étions 18, une vingtaine. Nous avons formé la Ligue haïtienne des droits humains à la faveur de cette ouverture justement qu'il a créée. Et quand il disait, oui, mais écoutez, les gens sont libres, vous représentez les droits de l'homme. Pour lui, c'est une référence. Vous représentez les droits de l'homme, il n'a rien, il est libre, il fait son cours, les autres aussi. Donc, c'était une couverture, une garantie pour lui, mais cette garantie pour lui, on savait bien que ce n'était pas consistant. Parce que nous autres, nous étions d'abord partisans d'un changement politique profond dans ce pays. OK. Et changement, ça, Lévin Rivet, à la faveur du soulèvement. Absolument. Populaire. Provoqué. OK. Gonaïves, le Cap, un peu partout. OK. Jean-Claude Duvalier, lui-même, l'allait. Bon. Et ils sont là. Oui. C'est-à-dire contraint pour partir. Et gagner un conseil national de gouvernement qui met en place, c'est-à-dire population levée, et 7 février, je dis qu'on CNG en place. Et puis, mettre Goug, ministre justice ou dans CNG. Membre du CNG. Allez. C'est-à-dire comment tomber dans le conseil national de gouvernement. Comment il faut tomber là-dedans. Oui. À ce moment-là, il y a eu une semaine, 2 semaines, où on sentait que Jean-Claude devait s'en aller quand même. Il avait perdu un peu le contrôle de la situation. Les Américains étaient d'accord aussi. Le temps est arrivé après 15 ans, 15 ans de pouvoir, il y a l'usure. Ensuite, l'opposition qui se fait au Gonaïves, les enfants assassinés, les 3 jeunes gens assassinés, les révoltes de Tatoune au Gonaïves et au Cap, un peu partout. On sent qu'il faut un changement. On est fatigué. Si on est fatigué, l'on doit pouvoir s'en aller, le changer. Mais pour le changer, il faut choisir. À la chancellerie, il y avait un homme remarquable qui est mon ami, Georges Salomon. C'est lui qui est ministre des Affaires étrangères. Et c'est lui qui va vivre les derniers moments de Jean-Claude. C'est lui d'abord qui va rédiger le message de Jean-Claude. Et il explique ça dans un chapitre que je n'ai pas retrouvé après le commentaire. Il raconte comment s'est passé les choses. Rappelez-vous que 8 jours avant, on a eu le faux départ. L'homme avait perdu le contrôle de la situation, même au niveau de l'armée. Mais comment former l'armée? Il n'y a pas de parti politique. Il n'y a pas de force civile organisée. Donc l'Américain qui est là, avec tout ce monde-là, va concocter quelque chose. Vous êtes dit que l'armée va revenir au pouvoir, comme il l'a été en 1946, comme il a été dans le coup d'estimé de 50. Donc, colonel, général Santane, on en fit Regala, colonel. Mais les civils qui sont là, qu'on choisit, ils sont sortis dans le camp du Valieris. Ils ne peuvent pas venir remplacer le Valieris, ne peut pas venir remplacer le Valieris. Donc il faut choisir. Il y a Alix Sinéas maintenant, qui est un civil, qui a une conduite remarquable. Il a suivi de près, n'est-ce pas, toute cette affaire des Gonaïves, parce que quand il a été au Gonaïves, pour l'enquête, eh bien, les gens lui ont donné des messages qui n'étaient pas agréables pour dire à Jean-Claude. Et il a dit ces choses à Jean-Claude, et Jean-Claude a organisé le crime de cabinet, on l'a mis de côté. Quand maintenant la situation commence à s'aggraver, il rappelle Sinéas. Et Sinéas qui va plus ou moins à l'intérieur organiser cette mise en place-là. Et c'est alors qu'organisant la mise en place, Jean-Claude devant partir, il va désigner le gouvernement. Il n'y avait pas de gouvernement, il n'y avait pas de pouvoir. Donc c'est Jean-Claude Duvalier qui met le CNG en place. D'après Georges Salomon, qui est le chancelier de l'époque et qui a travaillé de près avec l'ambassadeur McNamara à l'ambassade, Jean-Claude l'appelle, il dit qu'il doit partir d'accord. Salomon rédige le message et il dit ceci. Il donne les noms. Nancy, Vallès, pour ce avril. Ça fait 4. Mais il faut choisir 2 autres. Sinéas est là. C'est lui à l'intérieur de la machine qui travaille. Sinéas et
Gérard Gould. C'est lui qui met Gérard Gould. Cinéaste qui décidait que la faut venir dans oui, c'est le gouvernement qui vient. OK. C'est ce qu'a écrit Georges Salomon. OK. J'ai perdu le document en question, mais c'est ce que j'avais en main. OK. Parce que moi, je représentais la Ligue des droits humains, une grande voix démocratique, indépendante. OK. En allait, mais qui est-ce qui a le contact même qui vient dire, mettre Gould, on est, bon, voilà, Jean-Claude Duvalier aller là, bah, là, difficile. J'ai écrit ça, oui, dans le livre, j'ai dit ça. Non, c'est peut-être ça, moi, m'a venu sur qui est-ce qui contacte? M'a pris dit ça. Qui est-ce qui contacte même pour venir dans Bon, à ce moment-là, nous sommes à la veille, n'est-ce pas, 2 jours avant le départ. La veille, c'est Georges Salomon qui m'appelle. Mais j'étais au courant de toutes ces manigances avec la présence d'Alix Cinéas qui était à l'intérieur. On a fait des contacts. On savait que les choses tournaient mal et que l'homme devait s'en aller. Avec Alix Cinéas. Quand il a joué un rôle considérable dans la mise en place du nouveau gouvernement. En améliorant le départ, etc., avec Michel Béguin, tout ce monde-là. Et on m'appelle, c'était le jour même, il me dit, Gérard, je l'ai dit là, tu es parmi les 6. Je ne sais pas où. Je dis, de quel 6 s'agit-il? Il dit, oui, les 6. Ce sont eux qui forment le nouveau gouvernement. Il dit, comment 6 dans le gouvernement? Ça fait 12 yeux, 12 oreilles, 12 bras, 12 pieds. Comment peut-on s'entendre avec tout ça? Il dit, oui. C'est ce qui a été décidé. Et l'ambassadeur américain a donné son aval pour ce gouvernement. Donc prépare-toi, on vient te chercher. Prépare-toi. Oui. On vient te chercher. Bon. Mais... On s'est arrangé pour là et tout ça. Puis on attend, puis c'est le major. Le major qui est devenu ministre aussi. Abraham qui est venu avec un autre major et qui sont venus me chercher ou aller au Palais national. Arrivé là, je trouve une fille, là, tout ce monde-là, bonjour. Bon, vous êtes investi, ceci, ça. Vous êtes membre du CNG, vous êtes ministre. Bon, j'ai accepté, dès le départ. C'est alors que je leur dis, ben, il faut former le cabinet tout de suite. Il ne faut pas dormir. Et puis on a formé le cabinet, j'ai appelé Ronny Desroches comme ministre. J'ai dit, mais je vous recommande Ronny Desroches, là. Et ils ont fait leur gouvernement. C'est ainsi que je suis rentré au palais ce soir-là, après le départ de Jean-Claude, au Palais national. Okay. Mais ça fait... En descendant, j'ai été pour ce qu'on appelle le chant, l'hymne national, l'hymne présidentiel. OK. Bon. Comme vous voyez là. Et puis je suis ministre et membre du CNG. Allez, oui. Mais qui j'ai première rencontre dans le passé? Parce que même c'est, oui, avec les militaires. Parce que les militaires, forcément... Yo mettent là-dedans pour une caution démocratique. Bien sûr. Et à gouvernement, mais yo connaît, ou même son monsieur qui doit de l'homme tout. Co-président. Mais pourquoi? Yo dit, M. Gould, ou parle dans CNGA, ou juste dit, ou d'accord, tout de suite, mais sans qu'il n'y ait pas de discussion à monsieur. Il n'y avait pas de programme préparé. Non, mais qui bonne Il n'y avait pas de programme préparé, c'était le départ d'une dictature. Et comme l'armée intervient après cette dictature-là, c'est encore le rétablissement de l'ordre public, de la démocratie, etc. Okay. Rétablissement. Et avec Gould comme ministre de la Justice, eh bien, c'est presque parfait. Mais on va faire trop de temps, tout. C'est alors qu'on va avoir des difficultés entre ma conception de la chose publique et leur conception à eux. Car ils ont des amis du Valieris aussi. Ils ont des amis qu'ils doivent protéger également. Mais qui sont parfois intégrés dans la milice ou qui sont responsables. Et quand je demande au commissaire du gouvernement, parce que l'opinion demande maintenant justice. Et comme ministre, je suis le responsable. Et que, comme je n'arrive pas à pouvoir mettre l'action publique en mouvement contre X, Y, parce qu'il a traversé la frontière avec certaines protections, je n'arrive pas. Mais qu'est-ce que Gould fait là, dans cette galère-là? Droit de l'homme, un juriste, les gens parlent, celui-là a commis un crime, c'est un criminel, l'affaire Albert Pierre qui part. Si vous voulez, Albert Pierre part, je ne le savais pas. Donc j'ai senti que ma profession. Mais est-ce que, si ça me comprend dans le livre-là, ça dit départ, fuite et Tiboulé, il préparé par... Par le CNG, militaire. OK. Parce qu'on va lui permettre de s'en aller. OK. Il est responsable d'après la pratique, d'après ce qu'on dit. Il ne fait pas condamner. Mais il y a la justice qui doit l'arrêter, et lui demande des comptes. Beaucoup de gens mettent au cas de Salines, à la suite de torture, Bien que même au niveau de CNGA, tu as gagné et au moins au monde qui t'a souhaité que Tiboulé lui passe devant la justice. Oui, bien sûr, c'était l'opinion publique. Il était poursuivi par la clameur publique.
Ok. Donc, à partir de là, j'ai compris que ma place n'était plus là. Et quelques jours après, une semaine après, j'ai remis ma démission. Je me suis retiré. Est-ce qu'il n'y a pas de bonne discussion avec Mom CNG sur ça qui passait, parce que l'opinion publique pas de comprendre que bon, nous quitter Tiboulé échappé? Non, je n'ai rien dit. Ce sont les gens qui ne discutent pas. Ils ne discutent pas, ils décident. Mais néanmoins, la semaine d'avant le départ, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y avait le chemin du drapeau national qui était noir et rouge. J'étais dans ce groupe qui voulait, et sous la pression populaire du peuple, changer ce drapeau noir et rouge, qui était un drapeau inspiré par Duvalier, pour restaurer le drapeau national bleu et rouge. Et après cette affaire d'Albert Pierre, je n'ai pas été à la cérémonie. C'était ma première réaction. Donc ils ont compris qu'il y avait une distance entre eux et moi. Donc c'était consommé. Et j'ai réuni les consuls qui étaient là, les ambassadeurs, parce qu'il y avait des gens compromis dans la drogue, également qui avaient été arrêtés à l'époque, qui étaient en prison. Et pour leur dire que je vais libérer tout le monde. Par mon autorité personnelle. Si vous voulez, Albert Pierre a emporté tout ce qu'il y avait comme preuve, comme élément d'information, de drogue, d'éléments, tout ça. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas moyen de poursuivre ces gens-là. Donc moi, il y avait un mouvement à la prison de protestation. On est venu me chercher, puis j'ai libéré tout le monde. Dès lors, c'était déjà la cassure. C'était l'affirmation de mon autorité, d'abord de membre du CNG. On était tous égaux. On était des co-présidents. Il n'y avait pas un président. Et ministre de la Justice. Donc j'ai senti qu'il me fallait prendre mes distances de la vie de ce monde-là. Et c'est ce qu'ils vont me faire payer le 29 novembre. Non, on a vu sur le 29 novembre. Mais sous... Moi, je trouvais ça un petit genre difficile. Premièrement, pour, bon, à l'époque, la Tiboulé a parti et que, il dit pas, bon, ou pas qu'on est, mais même décision qu'on prend pour libérer les prisonniers, ça dit c'est Maître Goug qui prend, le ministre de la Justice, mais sans consultation avec en vertu de mon autorité de co-président, parce que j'expliquais qu'après tout événement, il y a ce qu'on appelle une arrêté de grâce sur les prisonniers. L'arrêté de grâce devait paraître bientôt. Il y avait des gens qui avaient commis une pécadille, qui pourraient passer 2 mois, 3 mois, mais qui sont là depuis 2 ans. Donc je les libère moi-même d'autorité. C'est ce qu'on appelle une grâce. Ce qu'on appelle la grâce de Goug. Bon, on a un Gampilba qui dit sous libération ça. Parce que j'ai touché 2-3 millions, c'est ça. Il y a un grand monsieur qui a un hôtel qu'elle ne veut pas, qui a un grand nom qui était là-dedans. Il a été libéré également. J'ai vu sa femme. Pour le monde qui était dans la prison. Mais néanmoins, tout le monde a été libéré. Mais pour le monde qui était dans la prison, bon, ça ne va pas ajouter pour le monde qui fait point, tout le monde est libéré parce que vous pas besoin des dossiers. Vous pas besoin de dossiers, Tiboulé à la veille. Mais d'autres avaient étaient en train de purger leur peine aussi. Il y avait des jugements déjà condamnés. Ils étaient 233 en tout au pénitencier national à l'époque. Mais maintenant, ils sont près de 3000. Avec ce qu'on appelle la détention prolongée, c'est-à-dire un cancer qui est en train d'être... Et où fait, parce que tu as des étrangers tout, qui étaient dans la prison. Il y avait les étrangers. Où fait et... Ils les ont gardés et demandaient à leur consul de venir les chercher dans 24 heures par avion pour les faire partir. Voilà. Donc, après, je suis retourné au palais, tout de suite après. Et personne ne pouvait rien me dire. Je suis co-président comme eux. Et dans mon domaine, je libère, ça ne le regarde pas. Un premier point de distance. Mais de quel droit. Ou dit bon coup à Tiboulé, on va l'autre couteau? Non, ou même dans tête ou. Vous leur prendre une décision ça. Est-ce que décision ça, ou prend tout un petit peu, sur question oui, ça dit sous la pression de l'opinion? Parce que comme on connaît prison, et selon ma conception de la justice aussi. Des gens qui sont en détention préventive, depuis 2 ans, 3 ans, c'est le cas maintenant. Pour une pécadille qui aurait pu leur coûter 5 à 6 mois de prison. Donc, c'est une justice. Vous faites combien de temps? 3 mois? Moi-même, 1 mois et demi. 1 mois et demi, oui. 1 mois et demi, vous faites avec CNG. Et puis, nous allons venir. Je retourne dans la Ligue des droits humains. Dans la Ligue des droits humains. Et avec puis, Marcy Joseph. Avec Jean-Baptiste et tout. On a parlé un petit casse rapide. 22 août 87, gain Fonds national de concertation. Alors maintenant, autour là, je reprends la Ligue, ce que j'étais avant. Absolument. Mais
le temps approche. Ok. Ce CNJ doit faire des élections pour s'en aller. C'est alors que les partis politiques commencent à se réunir en un front, en un ensemble. Et puis on appelle ça le Front national de concertation. Il y a combien? 82 partis, 52 partis. Parce que les partis se développent maintenant. Okay. Mais ils vont aux élections. Okay. Mais qui choisir? Je t'ai dévolu sous Gérard Goug. Qui choisir? Parce que j'ai l'impression qu'ils ne sont pas en mesure d'affronter cette responsabilité de la présidence. Mais comme Goug a été au CNJ, Goug connaît un peu les rois, il les connaît tous. Gérard Goug, en vertu de ma carrière. Ok. On allait comme... Et il me choisissent. Ok. Au cours du congrès, oui, il y avait d'autres candidats. Non, mais même si, le plus souvent, les congrès sont chauds, toute décision ils prennent avant entre responsables. C'est-à-dire, est-ce que l'on parle dans le congrès, tu déjà connais? Non, je n'étais nulle part. Je n'étais pas membre du parti. Okay. J'étais chez moi. Okay. Eux, ils avaient le Front national. Mais avant de faire congrès, on va venir contacter? Non, pas trop. Je n'étais pas au courant. Du tout. Mais je pense que j'étais peut-être disponible pour des tâches nationales. Donc c'est au cours de cette réunion qu'ils ont choisi Gérard Goug comme leur candidat. Candidat du Front national de concertation. Ils sont venus me le dire. Ils sont, comme vous connaissez l'histoire, qui est-ce qui vient de côté? Mais vous savez, je suis très proche de Suzy Castor. Suzy Castor est la sœur de Mme Goug. Gérard Pierre Charles est mon beau-frère. Et puis j'ai d'autres amis un peu partout dans les partis policiers. Tout ce monde-là, je les rencontrais aussi. Et je sentais leur besoin de pouvoir marcher vers un système démocratique. Donc, si c'était 2 ou 3 à venir me parler de ça, je dis, bon, j'accepte d'être candidat. D'ailleurs, dans le livre, vous avez le message. Le message de ma candidature que j'ai prononcé au restaurant, le Plaza. Vous allez voir ça dans ce livre-là. Ok. Et le accepté candidat, pour l'élection, et nous connaissons la fameuse journée, la terrible journée, et massacre qui fête novembre 87. Et... Les Salésiens? Non, ma vient sous l'élection, absolument. Ça vient au terme des élections. Mais avant, nous beaucoup là. Et, donc je suis candidat. Mais ou candidat. Leur candidat m'a gagné 2 candidats qui sont très très populaires. En face de moi, il y a Sylvio Claude, il y a Marc Bazin, il y a Louis Joie, il y a Grégoire Eugène. Oui, mais il y a tout ça, mais il y a 2 qui sont sortis dans la loi. Cela, regardez, il dit, bon, si l'élection l'a joué entre M. Goug et puis avec Sylvio Claude. Ok. Et puis, tout à l'heure, là, et pendant que nous avons parlé de petit passage ou fait dans le CNJA, nous avons dit que c'est ça, il faut payer. Bien sûr, d'avoir laissé. Parce qu'ils ont dit que Goug les a trahis. Quand je les ai dit que nous a abandonnés, je n'ai trahi personne. C'est mon choix personnel d'être ou de vouloir ou de ne pas vouloir, c'est tout. Donc là, il y avait le problème, non seulement de ce monde-là, mais de tout ça du Valéry, ce qu'on appelle, qui était ancré dans le Jean-Claudis. Parmi eux, les Macoutes qui étaient là, ils voyaient en moi un homme très dangereux, un président qu'il fallait détruire, alors que c'est faux. Ils étaient tous mes amis. Okay. Mais est-ce que vous pensez que 29 août, est-ce que vous pensez que 29 novembre 87, l'arrivée, massacre ça fait Ruel Vaillant, une journée électorale parce que ou même ou tu as un peu de chance pour gagner l'élection? J'étais en tête du peloton, sûr de la victoire. J'avais tout le clergé avec moi, toutes les questions de tous ces problèmes du peuple connu, comme il fait les droits de l'homme. Le père Aristide lui-même m'a appuyé pendant cette campagne et tout ça. Donc j'avais les chances. À l'époque, toujours les prêtres, mais au même temps, toute la période de difficulté avec l'église. J'ai toujours collaboré avec lui. Il a été à l'école, il a fait des cérémonies religieuses pour les gars. Je le connaissais, il me connaissait. On se complétait. Bon. Alors, à ce moment-là, que voulez-vous? C'était ça. Et si les élections avaient eu lieu, j'aurais pu avoir près de 70-75% de chance. Contrairement aux autres, je ne dis pas. C'est le côté était populaire aussi, mais il avait son secteur. Alors c'est ça que les gens criaient. Comment accepter à Goug de venir là? Parce que cet homme-là est drôle, un monsieur qu'on ne peut pas le dompter, non, ce personnage-là. C'était toutes ces Macoutes avaient eu peur. Mais c'est un malentendu.
Ok. Donc ça arrivé, 29 novembre 87 et arrivé, massacre El Vaillant, parce que, c'est pour bloquer les élections. Absolument. Mais est-ce que décision bloquer élections sont une décision de militaires ou bien une instruction quelque part? Moi, dans le livre, j'ai brièvement parlé d'une intervention américaine. On était en guerre froide, n'oubliez pas. Gauche, droite, internationale, communiste, Castro. Et j'ai dit que on rapporte, on me rapporte. Je retranscris. Une rencontre entre Regala. Vous savez comment je définis le on? C'est un pronom indéfini menteur. On ne sait jamais. On dit. Yo dit, yo, c'est le yo. Yo dit que Regala a rencontré ce fameux personnage de droite, la réactionnaire là. Edward Abrams, qui était l'un des grands ministres de Reagan à l'époque. Vous vous rappelez? À Guantanamo. Pour lui faire l'exposé du terrain. Et l'autre lui dit, mais quelle est la situation? Et l'autre lui dit, bon, ils sont 4, 3, 4, il y a gros. Je crois les petites bases. Mais c'est Gros qui est en tête. Mais l'armée ne veut pas de bazin. Nous pas dans le bazin. Mais Gros est un communiste. Ah, c'est un mot qui est frère. Communiste, on dit que l'autre lui aurait dit, eh bien dans ce cas, bloquer les élections. Bloquer. Mais n'allez pas assassiner. Bloquer. Mais comment bloquer un homme qui a une popularité irrésistible? On ne peut pas. On a tenté une première tentative à Pétionville, mais ça n'a pas marché. Mais on est venu à l'Ariel Vaillant pour faire bloquer tout. De façon sanglante. C'est ça le 29 novembre. Ok. Est-ce que information, ça que, ou bien dit, ou aller au conditionnel, rencontre ça, t'as fait, est-ce que vous avez gagné avant journée électorale là? Tu avais des contacts avec les Américains? Absolument. Non, pratiquement, je n'ai pas fait de manœuvre de ce côté-là. Parce que j'étais sûr de ma popularité. Non, je ne veux pas et mettre groupe de rencontres là. Rencontre qui fait entre Elliot Abrams et puis Regala. Est-ce qu'avant l'élection, tu connais le fait ou bien c'est par la suite? Je n'ai qu'après que j'ai su ça. Ok. Je n'ai qu'après. Regardez. Qui Jean, moi j'ai envie de jouer pendant. Parce que le triomphe de Gaulle avec Castro qui est là, etc., bon, c'est un peu drôle. Et puis, monsieur qu'on n'arrivera pas. C'est pas un homme facile. Il n'y a pas de chance. Bien sûr. Soit beaucoup de partisans PDCH, tout le monde a dit élection ça, et si vous Claude, tu as chassé. La fille de Sylvie Claude veut dire, mais ce n'est qu'une déclaration. Mais dans l'opinion générale, on a le sentiment que c'est Gaulle qui avait les possibilités d'être élu. On ne va pas discuter de ça. Non, ok, non, je vais avancer là. C'est pas la peine. Ok, Maître Gou. Gou, candidat à la présidence, est très populaire, dans tête tout, équipe, même au niveau de pouvoir, il connaît, c'est-à-dire, prochain président, c'est Google Lapierre. D'accord. C'est-à-dire, si l'élection bien passée. Ou même, comment tu vive journée 29 novembre. 29 novembre, on est resté à la maison. Parce que je n'ai pas été l'homme qui avait une cohorte d'ailleurs. Moi, je garde du corps une fois partout à cette affaire-là. Non, à l'époque, tout, parce que à l'époque, tellement. il y avait. Bon. Mais alors, on a senti que 2 ou 3 jours avant, les gens me disaient, il n'y aura pas d'élection. Hein? Les gens plus ou moins informés. Bon, moi, je ne fais pas d'intervention à faire dans ce domaine-là. Donc, la veille, il y a ce qu'on appelle une sorte de mitraillette. On a mitraillé tout Port-au-Prince. La nuit, la soirée c'était le 28. Tiré sur on a fait des coups de feu sur la maison, on a envoyé des grenades sur l'école, etc. On a tiré beaucoup dans la nuit à Port-au-Prince. Il y avait Maninga aussi que j'ai oublié comme candidat. Maninga était candidat. Donc j'ai pensé que c'était un signal que vraiment le matin ce serait un carnage. Donc nous sommes restés à la maison. Mais comme on n'avait pas intérêt à attaquer la maison brutalement, on avait versé du sang. C'était une façon d'intimider tout le monde. Et ils ont pensé qu'avec ça, ils allaient intimider tout le monde. Mais le peuple voulait voter la veille du 28. Des gens qui avaient 40, 50, 60 ans, qui n'ont jamais voté, sont prêts à voter. Donc malgré la mitraillade de Port-au-Prince de la nuit, à 7h, dès 7h, tous les bureaux de vote étaient remplis de votants. Donc ça n'allait pas. Donc il fallait passer à une autre solution, la solution B, qui était maintenant le massacre. C'est le massacre maintenant à El Vaillant qui va déterminer tout. Et Nancy va profiter de ça pour d'abord liquider le CEP, qui avait à sa tête des hommes très remarquables,
un homme comme Emmanuel Amboise, d'ailleurs, qui est l'un des partisans de l'article 291. Il faut dire que dans l'affaire contre Gog, il y avait les réactions de ceux-là qui étaient victimes de l'article 291, qui mettaient de côté les partisans de Duvalier, etc., qui ont réagi aussi. Donc, pratiquement, tout ce monde-là a fait le coup contre ceux-là qui étaient victimes de l'article 291. Et puis, on a profité. Comme j'étais le personnage, c'est pourquoi j'ai mis dans ce livre-là une rubrique, même dans le CNG, j'ai mis ma présence gênante au sein du CNG. Absolument. Je gênais tout le monde. Parce qu'on ne peut pas me dire n'importe quoi. Alors voilà l'explication du 29 novembre. 29 novembre, la journée au début, ou même on dit que dans le livre là, si l'élection faite depuis 10 heures, et on a gagné, je vais dire là, ok, en laguant, j'ai l'expression de dire qu'on a gagné, et puis, vin gagner ben sans ça, élection et campé, mais est-ce que l'heure dit bloqué? Vin sur un compte qui t'a fait. Le terme bloqué veut dire faire des manœuvres. Oui, pour faire le vrai, mais est-ce que... C'est le sang quand même. Ok, mais est-ce que... Ils auraient pu occuper tout la bureau de vote, mais mitrailler à la main. Mais aller maintenant, mitrailler quelqu'un qui dépose un bulletin, ce sont des crimes extraordinaires. Bloquer veut dire... Oui, non, même à parler de... Créer un climat de peur, par exemple. Absolument. Moi-même, c'est ma venue dans la rencontre entre Regala et Elliot Abramson et Guantanamo qui t'a fait là. Tu n'es pas été témoin. Absolument. Tu n'es pas été témoin de cette rencontre. Tu rapportais ce qui avait été dit et qui explique l'opération du 29 novembre. Ok. Après cette journée noire, 29 novembre 87 là, est-ce qu'il y a des gens dans l'international qui viennent par là? Qui m'ont contacté, non, personne. Rien du tout. Je n'ai pas reçu de visite. C'était une affaire classée. Pour notre tête ou de pas faire élection quoi? L'on dit classé. Et le CNG devait aller tout de suite avoir une autre élection rapidement. C'est ainsi qu'ils vont choisir Maninga. Tout à l'heure. Mais pour le moment, il n'y avait rien. Après, est-ce que après ça qui arrive 29 novembre 87 là dans tête ou dit après ça ou pas dans l'élection du tout? Non, pas du tout. Pas d'élection. Bien que quelques années plus tard, on va m'attirer encore. Non, mais pour ça, est-ce que c'est Sacrivé qui était tellement tout chaud, qui dit, bon, même, on ne peut pas lancer encore? Bien sûr, il y a eu sang versé, il y a eu 27 morts, 47, 50 personnes blessées. C'était un coup très dur. Et je me sentais au centre de cette question-là. Donc, je devais garder une distance par rapport à ce qui allait arriver. J'ai assisté avec sérénité l'élection de Maninga, parce que je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je ne voyais pas comment Maninga allait s'entendre avec ces messieurs qui ont fait le 29 novembre aussi. Là, presque 4 ou 5 mois après, c'était le même coup. Absolument. Et 4 mois plus tard, mais vous dites dans le livre là que l'élection, c'est Hubert de Ronstre qui... D'après ce qu'on a dit, les statistiques, c'est Hubert de Ronstre d'un côté, ou bien peut-être Gérard Philippe Auguste, qui avait un parti politique, le MOP de Fiori, d'après ce qu'on disait, ce qu'on a dit. Mais je ne vais pas te donner parce que nous n'avons pas suivi l'opération de près. Le fait que François Maninga ait accepté et prend pouvoir dans les conditions de prendre là, et qui ça te dit ou même? Ce qui, d'après moi, quelle est mon opinion, il était dominé par d'abord le nom Maninga, qui est un nom présidentiable. Un candidat comme Maninga devait être président, d'après la tradition de ses grands-parents, François Maninga, tout ce monde-là. C'est un candidat. Donc il a profité de ça pour bénéficier de l'appui de ces militaires-là. C'est un nom présidentiable. Il voulait être président, c'est tout. Mais sans savoir les pièges que recelait la pratique du pouvoir. Il n'a pas su dominer la pratique du pouvoir. Mais tout de suite après l'élection du gouvernement, c'est encore parce que vous êtes traumatisé par la journée électorale là. Et puis, quelques années plus tard, vous pouvez faire appel à vous-même. Il y a un parti qui s'appelle le mouvement d'unité patriotique. Convergence démocratique. Avec Bosco Avril, avec Mme Parent, etc. Qui cherchait un candidat. Après quelques années, je me suis dit, bon, je devais pratiquement
On m'avait nommé d'abord ambassadeur à Paris, représentant personnel du président Boniface et ensuite ambassadeur auprès de l'UNESCO. Comme je vous ai expliqué, je ne suis pas resté trop longtemps parce que les attentes que j'attendais, ils ne pouvaient pas réaliser. Et je suis rentré. C'est alors qu'il dit, bon écoutez, est-ce que vous pensez qu'il ne ferait pas encore temps de refaire une autre expérience de candidature? Bon, j'avais accepté pour voir d'abord, ne pas contrarier ces amis-là, mais je savais que ce n'était pas le même élan. Le temps avait passé. Et c'est ce qui est arrivé. Les élections ont eu lieu, mais c'était autre chose. Il n'était pas sur la ligne des personnes qui pouvaient réussir. Je savais ça très bien. Comme ancien candidat. Il y a quelques images. Quoi sont un film? Sur le 29 novembre, ce qui a amené le 29 novembre. Absolument. D'accord. Et ce film retrace exactement la réalité des faits de l'époque. Ok, voilà. Gérard Goug, l'homme par qui le cours de l'histoire aurait pu changer. Okay. Alors j'ai bien dit, ça aurait pu changer, bien sûr, mais ce n'a pas eu lieu. Et c'était l'une des causes peut-être de cet état de piétinement de ce pays jusqu'à présent. Cette décadence aussi. Cette sorte de carrousel de président. Hein? Chacun fait un petit tour de carrousel et place à un autre. Je pense. Je vais donner une stabilité, d'abord, une ordre morale à ce pays. Il faut sauvegarder l'ordre moral, la responsabilité morale des chefs. Donner aux institutions la force d'agir et la justice surtout. C'est le grand problème de la justice. Gérard Goug, 1987, élu président, ou même ou clair que le pays a jeudi à là, l'étape l'autre visage. Oui, je pense que oui. Qu'il y aurait un changement. Parce que je considère le problème de la justice, par exemple, un grand problème. Tout est contesté. Les problèmes de la justice ne seraient plus devant les tribunaux. Ça serait dans la presse, dans la télévision. Les avocats viennent souvent plaider leur propre procès à la télévision. Ça ne se fait pas. Devant un juge, ça se plaide en plus d'un héros. Je dis ça dans le livre. Tandis que la justice se plaide devant un tribunal, un juge responsable, ayant le crédit et l'autorité qu'il faut. Mettre de l'ordre dans ce pays. De l'ordre au point de vue sécurité aussi. Parce que le problème de l'insécurité est tel qu'on sent qu'il n'y a pas, ce pouvoir n'a pas de prise. Qui pour vous protège? Personne ne vous protège. Lorsque quelqu'un est assassiné quelque part, il y a une formule très cynique qu'on emploie, il était au mauvais endroit et au mauvais moment. Vous avez venu sous Madame. Ah, Madame Goug, pour la Goug. Pour la Goug. Et sous rôle les jouer dans la voie, parce que le plus souvent, on a dit, et derrière un grand homme, toujours gagné une femme. Une femme, oui, c'est le mot courant. Mais est-ce que tout cheminement n'est pas jamais plein à aucun moment? Il est toujours soutenu, oui. Non, elle a toujours accepté le combat. Jusqu'à présent, elle accepte le combat et elle pense que ce pays peut changer avec certains hommes, avec une certaine équipe. Jusqu'à présent, elle a ce souci-là que tout doit aller mieux. Et qu'il y a des choses qui sont encore inacceptables dans ce pays. La dignité humaine, l'ordre moral, le respect. Montesquieu a dit, il faut toucher aux lois d'une main tremblante. Moi, je dis avec elle, il faut toucher au trésor public d'une main tremblante. L'argent de l'État, c'est l'argent des contribuables, ce n'est pas l'argent des particuliers. Donc, avec ça, on s'entend très bien. Voilà. Je dis que c'est 15 chapitres, au fait, livre la guerre, et chapitres qui parlaient de rencontre avec Paula Castor, tout jeune, parti, mais même courant, même conception. Absolument, et ou à l'étudier, au tourner, ou épouser, il est toujours bon côté dans tout combat à faire, c'est chapitre 9 qui est intitulé Ma rencontre avec Paula. Elle a été victime d'abord lors du vendredi noir, blessée profondément. Lors de ma conférence chez les Salésiens, vous vous rappelez, sur la présidence à vie, on a affronté ensemble le monstre de la dictature. Hein? Vous connaissez le mot de Bertolt Brecht. Le ventre du monstre qui enfanta le fascisme, c'est encore fécond. Voilà, Maître Gérard Goug, traçant sa vie, son parcours, son regard sur ceux qui détenaient le pouvoir à son époque, les principaux acteurs en fait. Je vous invite à lire les mémoires de Maître Gérard Goug, écrit avec le journaliste Jean-Robert Hérard. Le titre, Vivre dans le sillage des faits collectifs, 60 ans de vie publique et de faits historiques, C3 édition.
Maître Gérard Gourgue aura droit à des funérailles nationales le jeudi 10 décembre 2020. Les funérailles de Maître Gourgue seront chantées en l'église du Christ Roi à partir de 9h du matin. Merci d'avoir été avec nous. Au micro, Marie-Lucie Bonhomme. Bonne journée sur Vision 2000. C'était notre invité du jour. La rubrique Invité du jour est patronnée par Capital Bank et Accordia Shipping. Vite l'ouvrir compte le Capital Bank pour faire expérience sur service la banque sans passe pour qui. Capital Bank a travaillé avec conviction et sans pression pour avoir un service personnalisé quand on fait toute transaction à qui poser dans Kouma Café. Qui c'est pour affaires personnelles, ou soit pour business ou prêter l'argent. Fait, ou soit recevoir transfert à qui on l'attire l'autre produit à service n'importe où pour la province. De pour ces clients Capital Bank ou à toujours mener. Capital Bank, bon banque. Ouah, si bitch pète chawa, des machines ont besoin, voyez là ici ou pas l'autre choix. Faut contacter Accordia Shipping depuis Kounia. Accordia Shipping, machines ont toujours en sécurité. Accordia Shipping, c'est date pour date, jour pour jour nous river. Accordia Shipping, Boston, New Jersey, Florida. Accordia Shipping, machine à conteneur, c'est la foula. Nous fait voyage chaque semaine, pas de pivot qui Accordia. Solution pour voyer machine à ici. La foula, nous toujours respecter ta bague pivot qui Accordia. Baby bon service client toujours réjoui la foula. Accordia Shipping, machine toujours en sécurité. Accordia Shipping, c'est date pour date, jour pour jour nous river. Accordia Shipping, Boston, New Jersey, Florida. Accordia Shipping, machine à conteneur, c'est la foula. Contactez-nous dans 954 999 93 98. Accordia Shipping, solution pour foyer machine en Haïti. Bague pivot qui Accordia. Vision 2000. Pour protéger moun qui recevoir transfert comptable, BRH sorti si qu'il est 114-DA qui exigeait pour tout bureau transfert payer client yo en good